Sylvain Maillard. Édouard Philippe reçoit aujourd'hui tous les syndicats de la SNCF parallèlement, alors que la grève s'installe durablement. Que peut proposer le Premier ministre pour débloquer la situation à un an maintenant de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron? C'est symbolique. Alors, débloquer la situation, vous voulez dire à la SNCF? Oui. Pour les usagers, évidemment, pour les usagers, mais aussi, je crois, continuer les négociations qui ont été entamées depuis déjà des semaines et des semaines par Elisabeth Borne, par la ministre. Les syndicats ont demandé à être reçus par Matignon, parce que probablement, ils avaient la sensation, et pourtant... c'est un peu étonnant parce qu'il y a une vraie écoute en permanence, mais on a aussi des syndicats qui restent figés sur des positions sur lesquelles nous avons déjà clairement dit, le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, la majorité le soutient, sur le fait qu'il y a des vraies réformes à faire à la SNCF, des vraies réformes structurelles, des vraies réformes d'organisation, une réforme du statut. La concurrence va arriver en France. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, ça a été voté en 2015. Donc nous allons appliquer, il faut que la SNCF se réforme et dessus nous sommes prêts à discuter. Le Premier ministre l'a toujours dit, la ministre Elisabeth Borne l'a répété, discuter sur différents thèmes qui sont essentiels, entre autres l'organisation de cette branche ferroviaire. Alors Sylvain Maillard, justement, l'État dit, pourquoi pas, on peut reprendre une partie progressivement de la dette, mais à condition que la SNCF se réforme. En quoi le statut des cheminots est-il responsable d'une dette qui est au fond le fruit des commandes de l'État? D'abord, il y aura un moment ou un autre une reprise au moins partielle de la dette. Il faut être très clair, on l'a vu dans l'ensemble des pays européens quand il y a une réforme du système ferroviaire. À un moment, il faut que l'État remette les compteurs à zéro pour que ça puisse repartir sur des bases saines dans la mesure où on ouvre à la concurrence. Le statut de cheminot, vous savez, pour moi, c'est une prison dorée. C'est-à-dire que c'est un statut qui protège, mais qui oblige une organisation en silo à l'intérieur de la SNCF. C'est-à-dire qu'on parlera tout à l'heure peut-être de la réforme professionnelle, on n'a pas assez de flexibilité à l'intérieur de la SNCF. On commence un métier, puis on reste toute sa vie dans le même métier. Il n'y a pas assez d'évolution dedans. Et puis, c'est un statut qui enferme aussi une partie de des cheminots dans des salaires qui sont assez faibles. Des salaires, on dit toujours c'est très protecteur. Oui, c'est très protecteur. Vous êtes sûr de garder votre emploi. Mais la réalité des choses, c'est que votre métier est peu rémunérateur, avec de fortes contraintes, du fait de cette protection parfois un peu excessive. Alors, autre crise sociale, c'est à Air France, où là, les salariés ont refusé l'accord salarial qui était proposé. Est-ce que vous dites, Sylvain Maillard, comme le ministre Bruno Le Maire, que les demandes des pilotes sont injustifiées, les demandes salariales? Moi, je pense que, fondamentalement, Air France est une société, on le voit depuis 20-25 ans, une société avec des grands pics d'amélioration, des grands développements. On se souvient quand ils ont repris KLM, c'est devenu la plus grande compagnie du monde. On a oublié il y a quelques années. Et puis, d'un seul coup, dès que ça va mieux, rechute. Et donc, il faut vraiment une stabilité et comprendre que les personnels ont raison de dire, nous, on veut aussi des résultats de la croissance. C'est-à-dire que quand le service s'améliore, on nous demande des services du travail supplémentaire, on nous demande de nous impliquer. Quand ça marche mieux, il faut absolument qu'on ait un retour. Ça, je crois qu'on peut l'entendre. Par contre, des augmentations systématiques, quelle que soit la situation de l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est un peu suranné. Il faudrait quand même distinguer le statut des pilotes qui gagnent en moyenne 200 000 € par an, celui du personnel navigant. Enfin, ils ont réussi. Le problème des pilotes, c'est qu'ils rassemblent tout le monde. Mais il y a une inculture économique en France qui est incroyable et on explique assez peu que finalement les compagnies du Golfe créent une concurrence terrible qui menace la survie de la compagnie. Alors, c'est pas parce que vous avez des salaires plus élevés que vous n'avez pas droit à avoir des revendications, des discussions ou à avoir les fruits de la croissance de votre travail. Donc ça, je pense que c'est des choses assez différentes. Par contre, vous avez dit une chose très rapide mais très juste, sur le fait qu'il y a une concurrence mondiale. Et donc, nos pilotes qui font les mêmes trajets que des pilotes d'autres compagnies sujettis à d'autres droits sont beaucoup mieux payés que d'autres. Est-ce qu'il faut baisser? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut entendre la concurrence mondiale. Marcelo Vestre. Alors, pour en finir avec ce chapitre de la grogne sociale, on a quand même eu une manifestation le 1er mai dont on a beaucoup parlé. Il y en a eu une le 5 mai. Il y en a bientôt une le 26 mai, syndicats et forces politiques. Est-ce qu'en fonçant, la méthode Macron, en fonçant, est-ce que le président n'est pas en train de braquer ce pays? Nous avons été élus il y a 1 an. Emmanuel Macron a été élu 1 an aujourd'hui, jour pour jour, pour profondément réformer ce pays.
les Français ont choisi un président beaucoup plus jeune, peut-être plus... Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux respecter, par exemple, les corps intermédiaires, les syndicats? Mais le respect, c'est pas de ne rien faire. On l'a vu avant, on l'a vu les autres présidents, de ne rien faire et dire j'attends. Mais ils sont tout aussi mécontents, ils ont raison d'être mécontents. Nous avons été élus pour faire les réformes dont depuis 20-25 ans, nous sommes tous d'accord. On regarde ce qu'on appelle, nous, les progressistes, on voit bien l'immense majorité des Français. Il y a quand même eu quelques réformes depuis 25 ans, non? Et puis, on ne peut pas dire que vous allez tout faire, il y a quand même eu des réformes. Il y a eu des réformes, mais beaucoup de réformes aussi n'ont pas été conduites. La transformation économique que nous sommes en train d'accomplir, on en parle depuis combien de temps? Parce que tout le monde se bloquait. La réforme de la SNCF, dont nous venons de parler, depuis combien de temps on en parle? Depuis bien longtemps. Notre-Dame-des-Landes, depuis combien de temps on en parle? Depuis bien longtemps. À un moment, il faut savoir trancher. Nous avons été élus pour trancher, prendre aussi des risques politiques, mais c'est notre ADN, c'est ce pourquoi les Français nous ont choisis. Plusieurs enquêtes convergence montrent qu'Emmanuel Macron est vu comme pratiquant une politique socialement injuste. Sylvain Maillard, le fameux président des riches. Est-ce que ça vous inspire quoi, ça? Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un problème pour le président? Écoutez, les étiquettes que l'on pose, ça c'est très français. C'est-à-dire, de toute façon, chaque personnalité politique va avoir une étiquette qu'on va lui mettre, on va le catégoriser, mais quel que soit pas uniquement au milieu politique, le milieu des affaires, des artistiques. Vous avez toujours une étiquette, ça en France. L'essentiel, c'est de pouvoir rester cohérent avec sa ligne politique, d'être cohérent avec ses idées, et puis de tracer un cap. Moi, je crois que c'est ça ce qu'attendent les Français. Sylvain Maillard, très concrètement, si on regarde le bilan d'un an, Julien de Normandie, le secrétaire d'État, a dit hier, la réduction des APL de 5 €, c'était une mauvaise décision. Est-ce que, allez, soyons francs, est-ce que vous... Bon, on l'avait dit dès le début. Est-ce que vous souhaitez... Le gouvernement n'a jamais assumé à ce point au début. On a dit toujours que le rabot, c'est toujours une mauvaise décision. Donc, oui, mais sur les APL, ce n'était pas dit aussi simplement. Est-ce que vous faites votre mea culpa sur d'autres décisions? Je veux juste revenir sur cette décision. On a dit que le coup de rabot, c'était une mauvaise décision. Mais on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de quoi payer les APL de la fin de l'année. Il faut savoir, on nous a laissé aussi... Attendez, on n'arrive pas dans une situation qui était extraordinaire. On est hérité d'une situation avec un budget voté qui n'était non financé. Et puis, on est en milieu fin d'année, septembre. À un moment, il faut trouver une solution. Par mois. Parce que sinon, on n'avait pas de quoi payer la fin des APL. Donc, on peut toujours nous dire, on peut faire un rectificatif budgétaire, du collectif budgétaire. Certes, mais enfin, on creuse la dette. Est-ce qu'Emmanuel Macron est plus finalement l'héritier de Nicolas Sarkozy ou une sorte de Tony Blair à la française? Moi, je ne suis pas dans les qualificatifs. On a besoin de repères. Vous êtes beaucoup plus expert que moi. Nous, on est dans l'action. Il y a évidemment, on peut toujours prendre dans chaque président, que ce soit en France, en Angleterre ou Premier ministre. Sur la com, il est proche de Nicolas Sarkozy. On peut toujours trouver des points de convergence. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est lui-même, c'est-à-dire très cohérent avec ce qu'il porte depuis le début. Enfin, je pense que ceux qui le connaissent savent très bien qu'il est tout à fait en cohérence avec ce qu'il a toujours été. Vous êtes parlementaire, vous êtes même l'un des tout premiers députés à avoir été élu, puisque vous étiez passé au premier tour. Il y a une révision constitutionnelle dont un des textes va être présenté là dans quelques jours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on est en train d'affaiblir les droits du Parlement par rapport à l'exécutif, que ce soit sur le temps d'examen des textes ou sur la question de l'encadrement des amendements? Alors, moi, c'est mon premier mandat. Et comme tout premier mandat, vous découvrez un nouveau métier. On se rend compte entre la réalité du travail de député et de ce qu'on vous demande, ce que vous demandent vos administrés, ce que vous demandent les partenaires, et à côté, les moyens que l'on vous donne, il y a un décalage qui est sidéral. Donc on voit nos partenaires ou nos collègues allemands plus exactement que je fréquente régulièrement avec beaucoup plus de moyens qui leur permettent entre autres d'être donc très concrètement d'avoir une équipe plus consistante qui nous permet d'être mieux staffés, ce qu'on appelle staffés, pour pouvoir attaquer des dossiers plus frontales. La réalité, c'est que le député à l'heure actuelle...
Le Il ne se passe rien, puisque le... Non, je vais juste finir là-dessus. À l'heure actuelle, une concession qui a été faite le député n'a que 2 ou 3 collaborateurs, ce qui n'est pas suffisant. Oui, mais... Et donc, notre travail, pour ça, il n'est pas que de voter. On a compris ça, mais il faut que la réforme se fasse. Et pour l'instant, une concession a été faite à François Bayrou sur la proportionnelle, mais le président du Sénat, Gérard Larcher, fulmine. Il a l'impression d'avoir été trompé, et donc cette réforme ne passera pas. Et vous ne... En quoi il a été trompé? Nous avons toujours dit sur pendant les la campagne... 3 mandats électifs et le moment d'application de cette mesure dès que la loi sera promulguée, et non plus à partir du mandat suivant. Bon, je crois que ça correspond aussi à une temporalité. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, à partir de maintenant, tous ceux qui ont déjà 5 mandats vont pouvoir encore en faire 3. Voilà, les Français, ils veulent de l'action, ils veulent que ça bouge maintenant, ils veulent pas une classe politique qui est enfermée dans ses dogmes en disant on verra pour la génération suivante. Il faut une vraie évolution. Et quant à la proportionnelle, nous l'avons toujours dit pendant la campagne électorale, c'est pas une surprise, il faut une part de proportionnelle pour que l'ensemble des groupes politiques soient représentés à l'Assemblée. Vous êtes élu parisien, vous êtes intéressé par la candidature pour LREM ? À la mairie de Paris? Moi, je vais travailler avec, d'ailleurs, l'ensemble des marcheurs. On travaille sur... oui ou non? Est-ce que vous l'excluez? Non, mais moi, c'est pas du tout dans mon spectre de travailler. C'est vrai que quand on est élu parisien, on est toujours intéressé par Paris, mais la réalité, c'est que... non, vraiment, je me place dans... toute franchise, je ne me place pas du tout dans ce schéma-là. La seule chose, c'est qu'on ne va pas rentrer dans un débat des têtes de liste dans chaque mairie, de savoir qui va y aller 2 ans avant. On a un programme à construire, on a une plateforme programmatique à réfléchir, parce que c'est comme ça, il faut vraiment proposer quelque chose de très novateur, très disruptif. Et donc, on a beaucoup de travail à faire avant de discuter qui va être à la manœuvre. Sylvain Maillard passe au sujet international. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas réagi lui-même au propos du président Trump devant la NRA qui a tant choqué les victimes du Bataclan? C'est à cause de cette visite d'État il y a quelques jours? Le Quai d'Orsay a immédiatement bien sûr, un communiqué, réagi. Pas le président lui-même. Après, je pense que c'est au Quai d'Orsay, c'est au ministre des Affaires étrangères de réagir par rapport à une remarque. C'est évidemment un propos choquant, de la façon dont ça a été fait. Est-ce que c'est une attaque envers la France ou un propos maladroit répété plusieurs fois? Voilà, c'est au président Vous souhaitez que le président Trump d'éclaircir. Je crois qu'il a bien compris le malaise qu'il y avait en France. J'espère que lui apportera, le président Trump apportera, ou son administration, un démenti ou au moins un adoucissement sur cette façon de parler qui est vraiment choquante pour les victimes, pour tous ceux qui ont connu ce moment terrible.